toi, tu es le chanteur, certes, mais celui qui bosse aussi ton image a aussi une famille à nourrir à la maison. C'est vrai. Et surtout comprendre que non seulement il can y est cultivé, mais même ton staff doit se former parce qu'à un moment donné, l'artiste dépasse. C'est comme les joueurs de foot, à un moment donné, il faut qu'ils fassent les maisons bas, c'est ce qui fait que malheureusement, nos artistes, pour la plupart, malheureusement, ont 5 ans de carrière. Et puis en réalité, les tournées qu'ils font, c'est des événements communautaires qu'ils font dans les pays où il y a la communauté malienne. C'est des artistes qui ne parlent pas au monde, c'est des artistes qui ne sont pas invités sur les scènes internationales parce que justement, le travail qu'ils proposent ne répond pas aux normes et aux standards ailleurs. Parce que où tout est réformé, dans le niveau, mais carrément, il n'y a pas au niveau là. Après, tu vois, si on continue sur ce terrain, je suis sûr que Dou va charger une autre question. Non, on va passer la nuit. On va passer la nuit sur ça. On est surtout là pour parler de mode. Et voilà, on est en 2011, tu as bien dit. Le paysage est pas structuré, limite vierge. Maintenant, c'est quoi la vision derrière le Mali Mode Association? En tout cas, nous toutes ces années-là, on a développé. Ce qu'on a voulu déjà, c'est avoir tout un écosystème en tout cas autour de nous. C'est-à-dire qu'à ce stade, nous avons le Mali Mode Show qui est un peu notre vitrine, un peu de promotion de tout ce qu'on fait dans la mode. Ensuite, on a créé aussi le Forum de la mode et du design qui est un peu notre plateforme un peu scientifique et politique. Scientifique et politique? Oui, parce que le forum ne traite que d'économie. Le forum parle aussi de structuration de la mode, c'est-à-dire qu'on a envie que les gens réalisent en tout cas toute la place que le secteur a. On a envie par exemple de savoir ou de produire des données pour dire un jour, voilà, il y a tel nombre d'ateliers de couture à Bamako, voilà ce que ces ateliers génèrent comme chiffre. Et dire qu'en fait, comme les autres industries, c'est un secteur qui peut générer énormément d'argent et qu'il est temps de s'y intéresser. Donc le forum n'a été créé que pour ça. Ensuite, on a aussi le Mali Mode Academy qui est un peu notre programme qui déniche des talents et qui les forme pendant 8 mois et qui ensuite les met dans un dispositif de distribution Ikaluk & Co qui les permet de vendre des vêtements. Genre, on a clairement des jeunes créateurs qu'on a lancés qui au début étaient à un chiffre d'affaires de 200 000 qui aujourd'hui sont à 1,5 million, 2 millions par mois. Et puis ça fait partie en tout cas de nos grandes fiertés. En tout cas, tout ça pour dire qu'en fait, le marché est là, c'est-à-dire nous sommes plus de 20 millions de personnes et ces 20 millions, si on arrive en tout cas à les faire consommer ce qui est produit ici, ça peut être que bénéfique, en tout cas pour le pays. Et aujourd'hui, le projet phare, c'est le Mali Mode Show. Le Mali Mode Show qui devient un peu notre... Fashion Week. Notre Fashion Week. Clairement. Notre Fashion Week, on veut faire du Mali Mode Show, ce que le Festival de Cannes est pour Cannes, ce que le FESPACO est pour le Burkina. C'est aller au-delà d'un défilé de mode, mais carrément créer une saison pendant laquelle les touristes viennent à Bamako, les gens payent des chambres dans les hôtels, les gens génèrent de l'argent, ou à un restaurant, ils prennent des taxis, créer une véritable économie autour de ça. Au-delà même de notre programmation, que même par exemple le cinéma magique se dise bon, c'est la saison du Mali Mode Show, on va programmer un film sur la mode, ou que toi par exemple tu te dises bon, c'est le Mali Mode Show, il y a des mannequins ou des créateurs internationaux qui arrivent, on va faire des podcasts spéciaux. C'est vraiment l'idée autour, mettre le projecteur sur le Mali, surtout en ces temps-là où c'est très compliqué pour le pays, dire que voilà, on continue de faire des choses et qu'il y a des talents et qu'il y a surtout beaucoup d'argent à se faire. Hakim, est-ce que tu te considères plus comme un artiste? Est-ce que tu te considères déjà comme un artiste? Souvent. Non, mais je demande ça. Il a quelques fulgurances artistiques par moment. Maintenant, deuxième question, est-ce que tu te considères plus comme un businessman ou un artiste? Parce que tous les points que Hakim a mentionnés, sans aucun. Il y a de l'argent dedans. J'ai pas de tabou avec l'argent. Ça, j'ai aimé en fait. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on parle d'argent parce que c'est la finalité. Anya Fama, là-bas, on est là. Et je pense que ça,
Fanaba Kuna, quoi. C'est-à-dire que de nature, c'est un sujet un peu tabou. Ouais, on n'aime pas parler de ça. Les gars. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Effectivement. Voilà, donc je pense qu'on gagnerait du temps justement à en parler. Puis, non, je pense que même pour faire du bon business, il faut être artiste Ah oui. Dans l'âme. dans l'âme, parce que le business, il se modélise. C'est vrai. Et pour bien modéliser un business, il faut des idées. Et l'art, c'est la créativité. Donc, pour moi, les deux sont ça va ensemble. On est et puis, j'insiste là-dessus parce que on en parle peu. Même pour les artistes, souvent, on a tendance un peu à mettre de côté ce côté business. Mec, qu'est-ce que tu vas créer en fait en ayant faim? À un moment donné, c'est pas évident. En fait, moi, je te dirais quelque part que oui. La faim peut t'inspirer, certes. Effectivement. Mais quand ton locataire va passer à la maison, je ne crains que tu aies l'esprit tranquille pour créer. Je comprends pourquoi lui, il est sensible à ça. Parce que dans son domaine de prédilection, le sport de combat, notamment la boxe, il y a ce mythe-là de, en fait, les meilleurs boxeurs, c'est quand ils sont dans leur phase où ils ont faim, ils traversent une mauvaise passe. Mais à partir du moment qu'ils gagnent des combats, ils gagnent de l'argent et qu'ils s'embourgeoisent. Je suis d'accord. Monsieur a ouvert son univers. Je suis d'accord, mais honnêtement, je pense que Mali sera d'accord avec moi. Un artiste n'est pas censé être le businessman, mais un artiste doit avoir un businessman à côté. C'est clair. Non, absolument. Il doit avoir absolument le manager ou celui qui va aussi monétiser son art. Parce qu'à un moment donné, ça défie. L'artiste ne peut pas tout faire. Déjà, l'idée de création, même chaque idée là, ça paye. Voilà. Et il faut que l'idée paye. Créer une idée même déjà, ça paye. Il y a des gens qui sont payés pour réfléchir seulement à avoir des idées de projet, puis le reste, l'équipe est là. En fait, c'est une chaîne. Il y a des gens qui sont là pour la conception des idées et ceux qui sont là aussi, qui ont besoin d'idées pour faire la pratique. Donc, c'est un peu comme une chaîne et les artistes ont cette créativité qui est assez élevée. C'est tout à fait normal de les réunir. Et puis, ils contribuent. Comme il a si bien dit, à travers seulement, on va dire, le festival, à travers le Malimot Show, on peut avoir des touristes, on peut avoir, des artistes aussi vont performer, ça peut créer, déjà ça génère de l'argent et la personne qui est déjà à la base de cette idée, cette personne ne va pas aussi rester. Clairement. Voilà, non, cette personne doit rester au centre. Parler d'argent, c'est important, parce que les artistes, on ne doit pas avoir honte de le réclamer, nos idées, c'est du travail. C'est beaucoup. On ne fait que ça, de l'investissement. Pour avoir une idée même, il faut avoir beaucoup de choses, c'est des embouteillages dans la tête et puis pouvoir se structurer, travailler là-dessus. Ça, c'est l'artiste. C'est très compliqué pour un artiste d'être artiste et businessman. Souvent, il faut avoir un manager qui te comprend, bien même un administrateur qui gère. Toi, tu as les idées, qui te comprend, qui sait ce que tu veux, tes valeurs et voilà. Et qui monétise tout ça. Qui monétise tout ça. Ça, c'est très important. Super. Alors, j'ai une question pour vous deux, en fait. Hakim, comment, en fait, tu trouves le départ je sais pas, comment tu trouves le départ de toutes ces activités? Tant le terrain est vierge, ça veut dire que les gens ne connaissent pas. Quand les gens ne connaissent pas, on connaît le malien, les gens n'investissent pas. Alors, est-ce que c'est sur fonds propres? Comment tu fais? Au départ, c'était sur fonds propres, naturellement. Et on arrive à générer de l'argent, mais on n'a pas encore, en tout cas, atteint le niveau de profit par rapport aux investissements. Et comment tout ça s'est venu? On a commencé à organiser des défilés parce que pour nous, c'était le moyen le plus rapide, en tout cas pour attirer l'attention. Parce que quand on dit défilé, quand on dit show, les gens sont là. Et ils sont prêts à mettre de l'argent là-dedans. Mais au bout de 2 Malimot Show, on a commencé un peu à être confronté au manque de designers un peu de qualité. Et puis, au manque de designers de qualité au Mali? Oui. Au début, en fait, c'était quasiment les mêmes qui ont fait le premier Malimot Show en 2018, le deuxième en 2019. À un moment donné, pour notre public, il fallait du nouveau, il fallait là, Donc, on s'est dit, il faut lancer les créateurs. Donc, c'est là où on a créé le Malimot Academy. Vous avez finalement créé vos créateurs, en fait. En fait, on a créé notre écosystème. On s'est dit, en fait, selon les besoins, on crée. Donc, après 2 éditions du Malimot Academy, on s'est dit, bon, on a le Malimot Show, on a le Malimot Academy. Maintenant, sur le niveau politique, ou en tout cas, là où on prend des décisions, on
on n'existe pas. C'est vrai. Donc il faut qu'on puisse réunir en tout cas l'État, les chambres consulaires. Mais il y a un ministère de la Culture. Est-ce que ça a un rapport? Il y a un ministère de la Culture, mais on parle peu de mode là-bas parce qu'en fait, les textes qui régissent tout ça, c'est que la mode est régie par l'artisanat. Selon moi, personnellement, je ne trouve pas forcément très normal. Ok. Parce que dans la mode, il y a de l'artisanat, comme il y a la dimension industrielle. Effectivement. Mais sauf que ici, les textes, je pense, même au niveau de la CEDEAO ou même de l'UEMOA, font que dès qu'on parle mode seulement, on cantonne ça seulement à l'artisanat. C'est pourquoi tu as dit que le Bourlan seul ne fait pas... Non, il faut des usines. Il faut aussi des usines, il faut aussi des... La transformation du coton. Il faut produire des t-shirts, des jeans, des chemises. Il faut pouvoir mettre des unités qui fabriquent à la chaîne. L'artisanat a toute sa place. C'est une excellente place parce que c'est l'artisanat quand même qui permet un peu en tout cas de préserver, sinon de valoriser tout ce qu'on a comme savoir-faire d'exception. L'artisanat a sa place et l'artisanat est extrêmement bien. Mais l'artisanat en tout cas à lui seul, et ailleurs c'est pareil, hein, même en France par exemple, aux États-Unis, la mode ce n'est pas que l'artisanat, la mode c'est... Surtout c'est beaucoup plus industriel. Beaucoup plus industriel. Donc quand on a vu ça, on s'est dit il faut une plateforme pour commencer à traiter ces sujets-là. C'est là où on a créé le Forum de la mode, où on n'a même pas voulu présenter des vêtements. On s'est dit c'est un événement scientifique dans lequel on réunit les décideurs, les PTF, les professionnels. C'est quoi un PTF? Partenaire technique et financier. Ok. C'est un endroit où on parle argent, économie et structuration. Et progressivement, et puis nous on est assez fiers parce que le Mali Mode Show c'est quand même l'un des uniques ou sinon rares événements pour lequel les gens payent des tickets. Et ça, pour arriver à le faire au Mali, qu'un Malien se lève, aille payer un ticket pour aller regarder un défilé, si c'était pas gagné. Il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt, d'où toute notre stratégie en tout cas d'en faire un événement pluridisciplinaire déjà pour intéresser plusieurs publics. Et on est quasiment le seul aussi qui a quand même pu ramener un grand opérateur de la téléphonie, en tout cas sur la mode, parce qu'ils étaient très présents dans la culture, ils finançaient les événements musicaux et tout, mais la mode c'était quasi inexistant dans leur schéma, donc il fallait prouver que c'est un sujet qui peut drainer du monde et qui, par ricochet, peut aussi être hyper intéressant en termes de business. Donc au final, même, on définit même le Mali Mode Show comme une plateforme de connexion. C'est-à-dire, on connecte les gens, c'est du réseautage, c'est du networking. Certes, l'objet principal reste la mode, mais derrière, nous, c'est du business. Il y a tout un écosystème parallèle qui se crée autour de ça. Voilà. Et on continue, c'est pas encore gagné, mais en tout cas, on est assez fiers parce que c'est un événement, en tout cas, qui... on arrive à le financer, je pense, à 60-70% par le ticketing, ce qui n'est pas non plus ça c'est gagné au Mali ici. Et puis, c'est ce qui nous intéresse. Nous, c'est vrai que tout ce qui est sponsoring et subvention, ça aide, mais on n'aimerait pas baser notre modèle sur ça. On veut que ça soit un événement pour lequel le Malien même paye. Sinon, ça voudrait dire que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas, et puis c'est incertain. On le voit aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de subvention. Le sponsoring dans ces temps de crise, c'est pas la com. Chacun est très proche de son argent. Voilà, c'est pas dans la com qu'on va débourser. Donc, heureusement qu'on a un public qui kiffe l'événement et qui est prêt à payer pour venir y participer. Super. Au-delà de l'aspect argent qui est très important, moi ce que je regarde, c'est l'impact d'un point de vue même habitude de consommation qui est là. Le Mali Mode Show, c'est quand même l'événement qui a fait que quelqu'un s'est habillé en empereur romain pour aller à un défilé. la dernière édition Osez l'audace, les gens ont... Maintenant, si tu dis Osez l'audace... Non mais en fait, pour moi, c'était un marqueur très fort. Très fort parce que... Oui, c'était très audacieux déjà de choisir ce thème-là. Et... J'avoue, je le dis, moi quand j'ai eu le thème, je me suis dit,
Qu'est-ce qu'Hakim veut nous Est-ce qu'ils vont... faire? Non, toi déjà, je sais que voilà, je suis habitué à tes saisons de folie, mais est-ce que le public manière va jouer le jeu? Un public déjà qui a du mal à respecter les dress codes oui. d'un événement, Oui. et là on te donne un thème qui est spécifique mais qui est tellement large, alors en même temps, oser l'audace, il dit est-ce que les gens vont jouer le jeu? Donc finalement, le soir du grand show, quand j'ai vu le tapis rouge, C'était extraordinaire. ah ouais. Est-ce que tu voulais me tacler en me disant qu'on était censé être en all black et je suis le seul qui ne répond pas au téléphone finalement. Voilà en fait. Bon, tu es audacieux. Non, voilà en fait quelqu'un qui parle de ma susceptibilité alors que le plus grand susceptible ici c'est lui. Moi je parlais juste de l'impact. Non, ça fait plusieurs podcasts que tu t'énerves tout seul. Non, je Mais c'est pas m'énerve pas. aujourd'hui, bah. Ah non, avant que tu viennes, il était énervé. Non, je m'énerve pas. il est très Non, susceptible. le doux est expressif. Oui, très susceptible. Voilà. Oui. Oh. C'est une autre manière de dire susceptible. Merci. On apprécie. Non, mais en fait, c'est un impact qui est vraiment là. Et même comment l'événement est structuré, tu as le Made in Mali, tu as le grand show et tout. Même pendant le Made in Mali, le public joue le jeu. C'est-à-dire que la plupart des gens viennent avec des pièces de créateurs maliens, découvrir d'autres pièces de créateurs maliens et profitent même pour faire des courses pendant ce show-là. Ouais. Et le soir du grand show, c'est vraiment là, on est dans les connexions, dans les fusions entre modernité et tradition. Les gens jouent le jeu et ça, c'est un impact qu'il ne faut pas négliger. Important. Un aspect très important surtout, c'est la jeunesse aussi. Oui. Le public est très jeune. Oui, absolument. On peut voir, avant, nos grands frères, là, c'est rare de les voir. Si ce n'est pas les soirées culturelles, c'est ça. Ou c'est les maxi to school, les événements où on doit porter des tenues traditionnelles. Et d'ailleurs, même les tenues traditionnelles, c'était comme des déguisements. Des déguisements. Voilà. C'était des déguisements. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on est tous fiers de porter un kimono en borolin, tu vois. C'est un peu ça aussi mon combat avec notre génération. On est fiers de notre c'est génial. On est fiers de qui on est. Et j'ai surtout un nouveau concept aussi que je fais souvent sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, les gens me demandent où est-ce que tu achètes tes pièces. Souvent, c'est de la friperie parce que la mode, il faut savoir... les gens n'ont pas compris. Quand tu parles de mode, les gens voient directement ce qui est cher. Le luxe. Oui. Et puis, la mode aussi, savoir s'habiller, c'est important. Ça, je vais venir un peu en arrière. Quand j'ai parlé de ma garde-robe, c'est un point que j'ai bien précisé et que je précise partout où je vais. L'habit, la façon de s'habiller, ça dépend de là où on va aussi. Ça, c'est très important. Là, je l'ai expliqué, en me présentant, je travaille, au sein d'une ambassade. Et les tenues que je porte pour aller au bureau. C'est pas ce que tu veux. Comment tu t'habilles pour aller au bureau? Pour aller au bureau, je peux avoir ma touche personnelle artistique à travers des boucles d'oreilles originales. Quelque chose de subtil. Au niveau des accessoires. Pas ce chapeau, même quoi. Des costumes en borolan. Toute l'équipe aussi apprécie ma façon particulière de m'habiller. Mais il faut savoir s'habiller en fonction de là où on va. Ça, c'est très important. Du moment aussi. Donc, s'il y a des réunions importantes ou bien même le quotidien, il faut savoir. Parce que l'habit, ça attire beaucoup l'attention. Et quand tu dois aller quelque part où on n'a pas besoin d'attirer trop l'attention, il faut avoir un style un peu discret. Plus sobre. C'est pas pour dire qu'il faut te mettre dans une case, mais il faut avoir aussi, connaître le contexte. Ça, c'est très important. Est-ce que ton habillement t'a déjà mis dans des situations mémorables? Aussi bien positivement que moins positivement. Oui. Des fois, je peux. Tu as commencé par positivement et pour suggérer enfin qu'elle nous dise c'est qu'elle ne veut pas le. Je vous connais, vous les hommes de médias. Des fois, je peux aller. Je suis un boxeur. Au CICB souvent, lors des cérémonies, où je ne viens pas avec la casquette d'artiste, mais juste la casquette de consultante en communication, où je dois faire une couverture médiatique ou bien accompagner. Des fois, on me laisse passer rien qu'en me voyant habillée. De façon, particulière. On se dit qu'elle va prester. Oui. Comme dans les aéroports. Et artiste idéal. Et puis là, tu vois. Donc, des fois, oui. L'habillement, c'est très important. Et puis, ça impose le respect, surtout pour les femmes. Une femme doit savoir très bien s'habiller. Une femme doit savoir se mettre en valeur, être en classe, bien soignée. Ça, c'est très important, surtout pour les jeunes filles.
Donc, comme je le disais, voilà, j'ai un nouveau concept que je fais souvent sur TikTok à Les Airs Perdus, où j'aborde souvent les sujets de mode pour un peu enlever les stéréotypes, on va dire, voilà, que la jeunesse a en se disant, quand tu portes du Borlan, est-ce que c'est pas pour génétique ou bien... Ah ouais. Ou un soma. Ouais. Ça a une connotation religieuse et spirituelle. Il y a artistes, ou bien même dans ma rue, quand moi je m'habille, quand je sors et... On se dit que tu vas prester. Ah oui. C'est ce qui est paradoxal. C'est paradoxal, tu as bien en local. Chez toi, mais on voit que... Ah, c'est fou. Non, en même temps, c'est compréhensible parce que c'est les Blancs qui sont intéressés la plupart du temps à tout ce qui est... À la culture. À la culture. Moi, je vois ça a digné la donne parce que moi, je me dis que j'assume mon identité. C'est extraordinaire. Et toi, la morale? Il y a une dame dans mon quartier, elle m'appelle toi, Mousso. Ou bien on se dit, si tu penses à ce qu'il va faire ta coiffure. Alors que les bijoux sont d'ici, les bracelets sont d'ici, tout est local. Donc c'est très important souvent, la nouvelle génération, nous, quand même, on assume. Et c'est ça aussi, en tant qu'artiste, voilà, à travers nos textes avec Maralinké, on a su parler de l'Afrique, de la beauté de l'Afrique, à travers nos clips et concerts avec les textes. Et pourquoi pas aujourd'hui, voilà, avec notre influence aussi, il n'est pas question seulement de faire des clips ou de chanter l'Afrique, le Mali. C'est aussi d'aller au-delà de ça. Savoir, voilà, poser les débats, c'est quoi les problèmes, pourquoi les gens ne s'habillent pas comme ça. Avoir des échanges aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient, qui se disent « Ah Mali, tu es bien habillé, je m'habille comme toi, où est-ce que tu as acheté ça, le Borlan est cher, ainsi de suite. » Alors que voilà, souvent c'est de la friperie, tu peux porter et mélanger avec du Borlan. Pourquoi tu n'en fais pas un business? Tu as parlé beaucoup d'argent et que les gens veulent s'habiller comme toi. Marc Benalé. Non. Ok. En fait, c'est aussi de faire la promotion du Made in Mali. Okay. Comme on l'a vu lors du Mali Mode Show, moi je portais un jean où, voilà, signe donc on calalé noir sans fait. J'avais, voilà, un collier aussi. La tenue que je portais, ça venait des Fidi. Fatmata Fidi Sissoko, qui faisait partie du Mali Mode Academy également. Donc c'est une façon pour moi aussi de dire Borlan dans la terre. Oui, ça c'est important. Parce que jeunesse surtout, on le voit souvent dans les clips avec les artistes. Artistes nous fait style traditionnel modernisé, donc je ne sais pas, mais non. Moi je suis quelqu'un, je discute beaucoup avec les petits frères dans les quartiers. Quand tu vois quelqu'un, cargo de l'homme, il y a un borlana. Mais il y a Si. Contexte où la goût et les goûts et les choix, voilà, en matière de mode, ça ne se discute pas. Mais même en dehors de la mode, ça ne se discute parler, pas. Voilà, la jeunesse, il faut savoir moderniser aussi pour parler à un public, voilà, qui va s'identifier petit à petit à ça, et ça c'est très important. Au début, tu n'as pas dit avis au créateur. Il fallait dire avis au créateur. Non, et ça c'est un message hyper important. Je le disais tout à l'heure, Dana Borlan, tantôt la maman, en fait, on pourra difficilement créer de l'économie. Nous, on le dit aux créateurs, il faut être en mesure de proposer une offre qui répond à la demande. Le Bogolan, on veut bien le porter, mais le Bogolan, il a besoin, en tout cas, d'être adapté un peu au goût du consommateur. Oui. C'est-à-dire, déjà, naturellement, c'est un tissu qui coûte, qui est épais. On est dans un climat où il fait très chaud, qui est difficile de s'habiller constamment en Bogolan. Mais le Made in Mali, ce n'est pas que le Bogolan. Et la mode, ce n'est pas que le traditionnel. Je voulais en venir. C'est un point que je voulais soulever, même en termes de tissu. Inconsciemment, quand on parle de tissu traditionnel malien, on pense systématiquement en Borlan. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a ma grand-mère qui m'a envoyé des photos des différents tissus. Tu as au moins 13... Facile. Une vingtaine de tissus Made in Mali différents. Et en fait, chaque tissu est propre soit à une communauté, soit à une région, soit à un territoire. Est-ce que tu as les noms Est-ce que tu as les noms? Elle est en train de faire ce travail de répertoriat. Faire ce répertoire de noms et des significations qu'il y a derrière. C'est un plaidoirie qu'elle a fait souvent plus haut, mais qui n'est pas écouté. Alors qu'en fait,
c'est très très important. Le tissu traditionnel malien, ce n'est pas que le bogolan. On en a une multitude, une flopée, et qui sont en train de partir dans l'oubli, et qui sont même en train de disparaître, parce que tellement on n'en parle pas, les gens qui les produisent ne les produisent plus. Ouais, parce que si on ne les connaît pas, on les achète pas. C'est ça. Et puis même le bogolan, même en soi, il y a d'autres pays ou même d'autres créateurs, en tout cas des pays voisins, qui sont en train de se faire beaucoup de millions sur les motifs bogolans. Parce que nous, à un moment donné, on n'a pas en tout cas su labelliser et retravailler ce tissu-là pour en faire un produit de consommation quotidien. C'est pas comme le faso d'Anfani au Burkina, tu vois. Voilà, le dépi en Guinée. Et puis en fait, ce que les gens ont oublié, même avec du pain tissé, on peut carrément te produire du textile. Nia, tu te dis que c'est le denim, c'est le jean que tu portes. Tu portes. Et puis en fait, on insiste là-dessus parce que souvent il y a aussi des stéréotypes qui font que le bogolan c'est cher, pour s'habiller made in Mali c'est cher. Moi je suis totalement contre ce langage-là parce que le même Malien qui dit que le made in Mali est cher, mais c'est le même Mali qui est en mesure de mettre 100 000, 70 000 dans un ensemble en bazin. C'est ce que j'allais demander en fait très souvent. Ou bien aller mettre 250 000 dans un costume sur mesure. Facile. Non, mais le bazin, c'est encore plus un point où il faut mettre un point rouge parce qu'au-delà on assume que le costume, c'est pas de nous, c'est pas de chez nous. Mais moi, je vois dans toutes les soirées culturelles ou les journées culturelles qui ont été organisées pendant que j'étudiais, quand les gens disent il faut s'habiller en traditionnel, tout le monde venait en bazin. Comment est-ce que vous vivez ça? Moi, honnêtement, je ne suis pas contre le bazin, bien au contraire. Moi, je suis pour le fait de créer une usine de bazin au Mali. Ok. Parce que qu'on le veuille ou pas, le bazin est ancré aujourd'hui dans notre culture. Il y a une forme d'appropriation de ce tissu-là. Qu'on le veuille ou pas, la teinture du bazin fait partie de notre identité malienne aujourd'hui. Et le bazin... Moi, je suis pour les deux. Pour moi, par exemple, le Made in Mali, même le bazin teint par la teinturière, c'est du Made in Mali. Oui. Parce qu'en fait, le Made in Mali, ce n'est pas forcément... En fait, c'est d'abord un label. Et puis, c'est soit la matière primaire locale, ou par exemple, même un tissu venu d'ailleurs. Si un Malien rajoute cette valeur ajoutée-là, ou fait la couture ou la teinture, c'est le label Made in Mali. Moi, en fait, le bazin, je le porte, et puis je ne me l'interdis pas. Et on peut quasiment faire les deux. Mais par contre, je pense qu'il serait temps qu'on pense à créer une usine de transformation du coton malien en bazin. Parce que le bazin, c'est une économie incroyable pour le pays. Si on pèse en tout ce que le bazin vaut dans le grand marché à travers les importateurs, même à l'international, c'est une valeur extraordinaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la mode, ce n'est pas que l'artisanat. Il faut aussi de l'industrie, parce que par exemple, toute la chaîne du bazin doit être valorisée dans l'économie de la mode. Effectivement. Absolument. Et c'est encore plus parlant. Jusqu'à récemment, dans la sous-région ouest africaine, le bazin fait par la teinturière malienne avait plus de poids que n'importe quel bazin. C'est-à-dire que le summum du bazin, il fallait que ça soit fait ici. Et dans la sous-région, on se vantait de ça. Mon bazin, il était au Mali. Et là, ce qui est un peu dommage à travers ça, c'est la place du coup que tout ce qui est bazin teint industriellement est en train d'occuper, parce que c'est quand même en train malheureusement de faire disparaître tout le savoir-faire un peu de la teinture au Mali. Effectivement, parce que c'est ce que j'allais te demander. Les teinturiers disparaissent. Les bazins viennent maintenant déjà colorés. Donc. Et ça, c'est très dommage. Ça, c'est à nous les Maliens, du coup, voilà, de revenir à cela et surtout de démystifier un peu, en tout cas, le prix un peu du Made in Mali. Parce qu'il est très important de savoir que la chemise qui peut-être a été fabriquée en Chine va obligatoirement être moins chère que la chemise en pain tissé malien, parce qu'en Chine, c'est une usine. C'est une usine, c'est un travail à la chaîne, donc le coût de production revient beaucoup moins cher. Inexistant, et puis il y a aussi les conditions de travail. Effectivement. On sait combien sont payés les couturiers en Bangladesh, en Chine et tout. Vietnam.
en Vietnam. Il faut se dire que voilà, en fait, faire une chemise ici par un jeune créateur, il y a des charges. Et puis, il faut se dire que déjà, ça coûte... souvent, tu dis aux gens qu'une chemise made in Mali, tu peux l'avoir à 12 700, 15 000. Ils sont choqués. Parce qu'en fait, ils se fient un peu au prix un peu du bourrelant vendu par le guide touristique en face de l'hôtel de l'Amitié. Effectivement. Donc, il y a un travail de vulgarisation. Il a sa clientèle. Il y a un travail de vulgarisation à faire. Absolument. Ce bourrelant, tu peux le garder des années. Des années. Tu donnes à quelqu'un d'autre. Moi, la plupart des pièces que j'achète, que ce soit même les colliers, c'est des choses qui ne se gardent pas. Non. Tu les gardes. Et tu peux les porter à nouveau, les gens vont te demander. Et puis, c'est des pièces qui vont se faire rares aussi. Et ça gagne de la valeur. C'est ça. Et ça, c'est très important aussi. Mali, quels sont les 5 stéréotypes qui reviennent encore et encore et qui te dérangent le plus? En termes de mode, de manière générale. De mode. Très belle question, parce que j'avais une question dans ce Je ne pose que de belles questions, monsieur. Excusez-nous. Excusez-moi. En termes de stéréotypes, bon, le premier, bon, on va dire, comment on fait c'est ça. Le fait de dire que c'est cher, on ne se met pas à la place, voilà, de la personne qui travaille. Si c'est un tissu qui a été tissé, du tisserand qui a, voilà, avant même d'arriver au niveau du tissage, on va dire, depuis le fourreau, depuis dans le champ, le travail pour extraire, voilà, les graines, si c'est le coton, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une chaîne, mais je pense que, voilà, les gens n'ont pas conscience. Moi, je ne les en veux pas. Parce que l'idée de faire une don c'est à famille. Avant, bon, je vais dire, j'ai grandi, il y avait des émissions sur ORTM, voilà. Je pense que émission dont on mais Terroir. avec tout le monde Maurice Mono. et puis émission fait quel mais non faut ça fuga donc voilà Loni Si. là on voit moi j'ai grandi j'ai regardé ces choses Donc elle est plus si petite que ça. Ah mais ça remonte hein. Non ça remonte hein. Ça remonte hein. Parce qu'on parlait des inventaires, des créateurs, de la science. Voilà, la science. Moi j'ai regardé tout ça là et puis j'ai compris beaucoup de choses. Donc nous faisons dormir parce que vous faites ma chance sur beaucoup n'ont pas moi je parle en beaucoup n'ont pas eu la chance voilà. Non, tu peux parler en Mawara en fait. Ah bon? Oui, on est voilà. Les gens vont nous juger en commentaire après. Mes petits frères par contre n'ont pas trop eu cette chance de voir ces choses-là. Et moi qui ai eu la chance de Tu voir t'étonnerais de voir que Terroir au Boal ça. ça n'a plus la même hype parce que voilà. Non, je veux dire que les émissions que moi je voyais plus jeune, c'est les mêmes émissions que je peux voir maintenant. C'est ce que j'essaie de dire. Jusqu'en 2012, oui. Je veux dire, quand j'étais très jeune, non, Mali Télé est là. Ok, parce que généralement, mais voici ça, c'est plus s'il y a des fêtes traditionnelles. Ok. Émission là. Loni, c'était. Loni, là, c'était bien détaillé même. Ok. Donc c'est un peu ça, donc Molu Chamandon et je ne les avais pas, c'est pour ça moi je mise plus sur voilà, la sensibilisation et aussi moderniser la communication d'une manière, voilà, nous qui avons compris ces aspects-là, c'est très important de discuter avec nos jeunes frères pour les sensibiliser par rapport à ça. Donc stéréotype mieux que l'effort concernant voilà, l'argent. Deuxième, je dirais, voilà, quand tu portes du borlan, le fait de dire « Mime digna Le toabou. Le complexe D. Non, ça c'est un peu grave en réalité. Si tu réfléchis c'est très grave. C'est très grave. Moi ça me fait mal parce que je me dis que moi j'assume pleinement mon identité. Et toi tu es c'est un double paradoxe en fait. C'est un double paradoxe. La personne qui le dit est même plus toi. Non, c'est non. En fait c'est du non-sens. Non, c'est même pas double paradoxe, ça c'est du non-sens. Bon, ça on le retrouve un peu partout. Je pense qu'Ali Kassoko Kadjeb a foqué toi, oui. Ah. Ouais, Nima Nyaman Flipou là. C'est un peu compliqué, ça c'est un peu au me décourager mais ça va. Troisièmement, je dirais voilà, Borlando, Souma, Guinée-Congo. Bon, j'ai pas eu à affronter ça directement, mais je vois aussi ça. Ok. Les gens ont plus tendance à quelqu'un qui porte du Borlan. Je pense qu'aussi pour l'amener dans la mode et tout à côté la donne. Parce qu'il y a un peu le fait de moderniser. Parce que moderniser
Si tu ne le mets pas au goût du jour, les gens n'ont pas eu le temps de... Voilà. Même souvent aussi, les gens qui portent le bourrelant diffusent aussi ce stéréotype-là, tu vois. Ils le portent en grand boubou traditionnel. En grand boubou traditionnel, et des fois, dans la discussion, quand la gens se porte sur la tenue, il y a un refus d'amener ça au goût du jour. Exactement. Voilà, ça c'est... Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Donc, il n'y en a pas 5. Non, je dirais pas. En fait, ce qui me dérange plus au podcast Avance, c'est le temps qui coince tant. Je veux beaucoup parler du Mali Mode Show en réalité, et surtout de cette édition spécifique. Parce que cette édition, c'était au milieu de beaucoup de défis. Mais avant ça, Hakim, du début de Mali Mode Show aujourd'hui, quels ont été les steps les plus marquants pour toi? Je dirais en 2022, quand on est passé d'une seule soirée à 3 jours d'activité. Ok. Et ensuite, je dirais en 2023 aussi, quand on est passé d'un week-end à 10 jours d'activité. Ok. Et en 2023, quand on a transformé le Mali Mode Show en biennale et qu'on a eu la folie de programmer l'événement sur 1 mois. Ok. Justement, c'était ça ma question. 1 mois? Oui, le Mali Mode Show, c'est du 1er au 30 novembre, là. On a commencé, là. On est en plein dedans, là. Ouais. On est en plein dedans. Justement, en fait, 2023, tout le monde s'attendait justement à rehausser encore l'audace. Voilà. Et il y a une communication qui sort, qui nous prend un petit peu de cours pour dire que finalement, ce sera une biennale, donc ce sera chaque 2 ans. Moi, les premiers retours, je comprends la logique, mais les premiers retours que j'ai, mais pour un événement, c'est vrai que ça a commencé à longtemps, mais c'est maintenant que ça commence à prendre. Pourquoi faire ce choix-là stratégiquement? Est-ce que c'est pas prétentieux? Voilà. Maintenant, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui a motivé en fait concrètement de la décision de passer d'un événement qui se tient de manière annuelle, un rendez-vous annuel, et d'en faire une biennale, d'autant plus que c'est sur 1 mois d'activité, quoi. En fait, le passage en biennale, je pense que ça a été motivé pour plusieurs raisons. Et déjà, en fait, je te rejoins, en fait, certains même, c'est tellement extraordinaire. Quand ils ont entendu biennale, ils ont pensé à un événement un peu terroir, un événement un peu traditionnel. Je dis, mais biennale, ça veut juste dire tous les 2 ans. 2 ans, c'est tout, quoi. Donc, biennale, oui, en fait plusieurs fois, en fait, ils se sont dit, biennale, événement traditionnel. Je dis, mais ça n'a absolument rien. Non, parce qu'on a lié ça à la biennale artistique et culturelle. Voilà. Au Mali. Donc nous, on est passé en biennale parce que déjà, le Mali Mode Show, c'est un événement très lourd. Moi, par exemple, en équipe directe, même, je suis à 38 personnes dans le staff du Mali Mode Show. Okay. C'est un événement qui, moi, personnellement, me prend toute une année. C'est-à-dire le Mali Mode Show qu'on est en train de faire. Depuis 2 ans, dans ma tête, je suis en train de préparer. Et l'équipe commence à me rejoindre, je pense, à partir du 8e mois. Okay. Donc, économiquement, on ne peut pas tenir tous les ans parce qu'à côté, il faut générer de l'argent ailleurs pour venir investir dans le Mali Mode Show. Donc, si on se dit qu'on fait que ça, c'est pas évident. L'autre raison, c'est qu'on souhaitait aussi avoir une programmation beaucoup plus riche. Okay. Parce qu'il faut aussi prendre du temps pour bien réfléchir le contenu. Et chaque an, ça ne te laisse pas le temps de vraiment mûrir les idées. Okay. Et même, il y a aussi la question de désirabilité. Il faut que l'événement puisse être attendu par le public. Parce que nous, chaque 2 ans, ça crée l'envie de revoir l'événement. Et puis, il faut aussi donner le temps à notre public de souffler. Parce que le Mali Mode Show, pour celui qui y participe, c'est beaucoup de budget. C'est beaucoup de budget. Les gens le disent même, genre, comme Mali Mode Show, il a fait célibat. Mais en fait, oui, parce que il y a... Quand tu dis ça direct, tu sais à quoi je pense? Non, c'est la même chose. Par exemple, là, tu as 4 événements qui se suivent, 28, 29, 30.
Tu dois chercher une tenue pour le 28, pour le 29, pour le 30. Tu dois payer la billetterie, la logistique. Attends, c'est une billetterie pour des 3 jours, c'est une billetterie par jour. Il y a différentes formules. Il y a différentes formules. Ok. Et la logistique, parce que au vu de la situation actuelle, il faut te déplacer. Donc tout ça, c'est un coût. Hein. Et nous, ça nous fait plaisir parce que par exemple en 2023, les créateurs étaient submergés de commandes. Et c'est ce qu'on voulait, genre que les Maliens achètent chez les créateurs maliens. En parlant de commandes, il est temps que moi je fasse la mienne. Hein. Voilà. Et Mali, c'était quand ton premier Mali Mode Show? Cette année. Ah oui? Il n'y a que cette année que tu as participé? Qu'est-ce que tu retiens? Elle a participé en off, parce que Mali est intervenu dans la direction artistique du film de cette année. Ah oui? Explique-nous un peu ton aventure. Mon aventure pour cette année, je découvre beaucoup. Parce que je suis quelqu'un, quand je m'intéresse à un domaine, j'essaie plus d'aller vers ce domaine pour avoir plus d'expérience. Je parlais tout de suite de direction artistique avec les artistes. Je ne peux pas m'asseoir et dire, ok, j'ai travaillé avec un artiste, je peux dire que je suis directrice artistique, et ainsi de suite. Tu veux un CV en fait? Voilà. Ok. De l'expérience surtout. Et vivre aussi, cette passion de la mode, c'est pas seulement se limiter, aux publications, aux tenues que je porte sur les réseaux sociaux, mais aussi, visualiser ce que ça donne, parce que moi, au-delà même de l'esthétique, de la vision de la femme malienne, de la culture africaine, de la culture malienne, je vois plus, comme Hakim l'a si bien dit, qu'on exporte le Mali, la culture malienne, pas seulement avec la musique, mais surtout avec la mode. Mais aussi, que ça soit, on va dire, un espace qui va inviter d'autres publics à découvrir le Mali. C'est le message que j'essaie de passer aux nouvelles générations. Et quand je discute avec d'autres artistes, montrer aussi que le Mali est riche en Borla parce que beaucoup envient nos cultures, que ce soit le nord, le sud, ainsi de suite. Donc c'est bien de parler, de rêver, de voir aussi ces rêves-là, ces réalités et de le vivre. Donc ça c'est très important, c'est un peu Non mais j'aimerais voir un gros sourire là, c'est comme si ton rêve était réalisé mais... Non mais c'est très important parce que contrairement à la musique, où il peut y avoir une barrière par rapport à la sonorité, par rapport à la langue, la mode, il peut ne pas être heurté à cette barrière-là, donc c'est plus facile d'élargir, de le faire exporter. Donc c'est un point très important. Surtout les jeunes, et j'ai pas mal d'influenceuses, des créateurs de contenu qui étaient là aussi, qui ont porté du Made in Mali, à savoir Neissa, Lisa, Kontako, Bambi, et c'est très important. Moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes comme moi qui s'y intéressent, pas seulement pour montrer on doit porter du Made in Mali, mais qui ressentent vraiment ça. Non, mais c'est vraiment recherché. En gros, félicitations aux créateurs en fait qui créent quelque chose qui donne envie. Absolument, et surtout à des jeunes comme Mali, surtout parce que Mali, en fait, moi je suis un grand fan en tout cas de son univers sur Instagram. Dès qu'on a défini le thème, je me suis dit il faut absolument qu'on embarque Mali. J'allais te demander en fait comment tu as fait le choix dans cette aventure, parce que cette année le thème c'est incarner l'héritage. On va en venir. J'attendais ce moment. Les gens trouvent nos thématiques très philosophiques, mais en vrai en fait c'était un process. En 2023, on s'est dit il faut que ça claque. En fait, déjà, le fait de passer à plusieurs jours, on s'est dit que le Mali Mode Show sur une seule soirée, le temps que les gens découvrent, même l'événement est déjà passé. Et il faut aussi donner la chance au maximum de personnes d'y participer et aussi au maximum de créateurs pour présenter leur collection. Donc, on est passé à 3 jours. Mais on s'est dit, la mode est très en retard par rapport aux autres domaines ici dans notre pays. Il faut qu'on en mette plein la vue. Donc, on a quitté 3 jours, on est venu à 10 jours. Et maintenant, en 2023, on s'est dit, il faut que ça claque. Quelle thématique peut challenger les gens? Parce qu'on a bien aimé cette dimension un peu challenge-là. On s'est dit, et ça vient de l'esprit de Oser l'audace. Oser l'audace. On s'est dit, les gens, les gens ont osé. Et puis, les gens ont clairement joué le jeu, mais à tous les niveaux. En fait, moi-même, quand je voyage, quand tu parles de Mali Mode Show, en fait, plein de gens m'ont écrit pour me demander si le Mali Mode Show, c'était au Mali.
où ils se sont dit, ah, déjà Malien s'est parlé là, ou que le Malien a du style. Qu'est-ce que tu ressens quand ça, c'est une grosse fierté parce que moi, tout mon combat, en fait, c'est de montrer en fait qu'on n'est pas des Gawa au Mali et qu'on peut aussi impacter ou en tout cas proposer du lourd avec ce qu'on a ici. Donc, après Oser l'audace, on se dit, bon, là, on va s'attaquer au vrai sujet, c'est-à-dire au local, à notre héritage, à nos pains tissés, à notre indigo, à notre bogolan, à nos savoir-faire traditionnels comme la broderie de Djenné, comme la broderie de Tombouctou, et insister sur la nuance, en fait, c'est-à-dire incarner l'héritage, ce n'est pas une soirée traditionnelle. L'idée, c'est d'inviter les gens à s'approprier, à incarner leur héritage et aussi le réinventer, parce que pour nous, l'héritage n'est pas fait pour être figé dans le passé. Ça, ce n'est pas forcément ce qui nous fera avancer. C'est par exemple dire aux jeunes de 20 ans, en fait, le challenger pour qu'il aille, par exemple, voir notre tonton à Medina Koura pour voir les textiles et mettre à son goût du jour. On insiste là-dessus. On ne veut pas avoir un bal traditionnel. Ce n'est pas le thème. L'idée, c'est que les gens puissent s'inspirer de ce qu'eux-mêmes ils considèrent comme leur héritage. Et se l'approprier et réinventer pour proposer quelque chose aussi de contemporain. D'où l'intérêt pour nous d'associer en tout cas des profils comme Mali, qui pour nous en tout cas incarne justement cette vision-là. Parce qu'il faut qu'on comprenne à un moment donné qu'il ne sert à rien, en tout cas, c'est bien de rester ouvert sur le monde, c'est bien de s'intéresser à la culture du Sénégal, du Nigeria, mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne et que notre génération comprenne que notre développement commencera à partir de là, quand on va commencer à valoriser notre héritage, notre identité, ce que nous produisons ici. Et ça, c'est d'autant plus grave que on est en train de plus en plus de perdre notre identité. On le voit sur les réseaux sociaux, souvent sur TikTok, il y a des sujets polémiques, par exemple par rapport au nom du Tchèp. Moi, je suis stupéfait de voir que le Malien a abandonné son zamé pour... utiliser le... Et puis, il s'étonne que les Sénégalais nous clashent pour dire que ce n'est pas à nous. Nous, on a notre Tigadege, pourquoi on est passé au Mafé? On a notre Woussoulan, pourquoi on passe au... Charlie, c'est pas... Ils ont un temps pour ça, Charlie. Donc, et c'est comme le Dege qui est devenu Chakri. Chakri, et ça, c'est extrêmement grave. C'est l'influence. Et puis, on nous minimise. On nous minimise alors qu'on a des mots pour décrire tout ça. Même au niveau de l'événementiel, tu as un mimétisme énorme. C'est-à-dire que la petite soirée... Les Nigériens. Voilà, le Aîné Party qui devient où on invite un chanteur de Balark. Ou tous nos Maliens, ou c'est le manque de propositions en fait de films qui parlent de nous, de notre héritage. Pas de film, on va dire de contenu de manière générale. Mais il faut à un moment donné aussi qu'on puisse nous-mêmes commencer à nous valoriser. Par exemple, on le voit maintenant chez les femmes, c'est que du make-up nigérien. Dans les dress codes, en fait, c'est que les corsets. Dans les mariages, c'est que du made in Nigeria. Même le tunique des hommes, c'est inspiration Naija, inspiration Sénégal. Voilà. Et des profils comme Maïli, comme Malaké, comme beaucoup d'autres, en tout cas, prônent justement notre culture. Malaké, il s'est fait lyncher, en fait, à cause de ça. Il s'est fait lyncher. À ce niveau-là, j'en ai parlé avec lui. C'est deux choses différentes. Être soi ne veut pas forcément dire se laisser aller à la légèreté. Effectivement. Être soi est différent d'être négligé. Voilà. Aussi. Non, je pense qu'Hakim voulait éviter le mot négligé. Moi, il a essayé. Non, il y a une nuance entre les deux. Il y a une nuance entre les deux, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes profils créatifs maintenant qui font que ça, qui arrivent à dire aux Maliens qu'on peut s'inspirer de ce que nous avons et mettre vraiment ça en fait au goût du jour et être hyper stylé. Parce que ce que les autres ne savent pas, les Nigériens, quasiment sur tout le continent, c'est ici que les gens viennent prendre. On ne sait pas, mais le Mali est une niche artistique pour tout le continent. Après, en fait, les Nigérians sont très... Non, j'aimerais que Hakim m'en dise plus sur ça, en fait. Est-ce que tu as quelque chose qui peut imaginer ça? Parce que ça me... Ça blow ma main. En fait, à titre d'exemple, il y a une institution, par exemple, qui vient d'être créée en France
qui s'appelle La Maison des mondes africains, mais le titre c'est Mansa. Ok. Mansa vient de Mansa Moussa. Ouais. Et il y a plusieurs niveaux en fait dans la culture. En fait, avec la musique, les instruments. Avec Bernard Boy, quand Oui. il a invité Tonton Salif. En fait, C'est les gens qui écoutent La musique de Bernard Moussa récemment sur les réseaux sociaux, on le voit. Les Nigérians, on va dire, ils consomment beaucoup la musique africaine. Africaine. Mandingue, malienne aussi. Je pense que le son Muse de Asake, on sent la sonorité Sanu Negani un peu dedans. Je sais pas si En fait, le Nigeria a cette particularité-là, c'est que le monde créatif nigérian se nourrit de ses voisins. Autant le Ghana, et puis généralement, on le voit pas souvent dans notre écosystème francophone, mais c'est un gros problème avec les anglophones, c'est qu'ils sont constamment en clash. Il y a des styles musicaux dont ils se réclament la paternité, mais en fait ça vient de tel pays qui revendique les danses, tout. En fait, il y a ce phénomène même de, je mets le mot entre griffes, de vampirisme au Nigeria, qui fait qu'ils reprennent beaucoup de codes de différents pays à leur compte, et en fait ça devient le leur, quoi. Je pense que je ne verrai pas trop sous cet angle-là. Je pense que ça sera plus l'impact de l'Empire mandingue. Oui. Voilà, surtout parce que en fait, l'Afrique de l'Ouest, on était, voilà, on va dire... une seule grande entité avec ses diversités. Bien sûr, avec la colonisation, le découpage, on va dire... Beaucoup se sont retrouvés, on s'est dit que d'où ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, alors qu'avant on était ensemble et il y a des choses, forcément on va se retrouver. On partage. Ça c'est normal. Comme sur le Zamen. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on le décrit. À un moment donné, il faut dire à nos musiciens de retourner à notre balani, de retourner à notre kora, notre djembé. Et puis qu'ils comprennent en fait qu'au final, la valeur ajoutée, ce n'est pas de calquer ce qui se passe ailleurs. En fait, tu es vendu ailleurs parce que tu proposes quelque chose d'authentique qui vient de chez toi. Ce n'est pas en fait en s'appropriant l'afrobeat nigérien ici que tu vas aller à l'international. En fait, à quel moment tu vas être compétitif avec les Nigériens? Vu qu'eux, ils maîtrisent déjà. Mais toi, viens avec ton balani. Et c'est tellement vrai que l'afrobeat est en train de prendre le pas sur le rap aux États-Unis. Voilà. Tellement qu'ils se sont... En fait, ils ont martelé le truc. Ici, par exemple, moi, je trouve très dommage que quand un musicien malien, Nico, en fait, quand moderne, quand la drombalak zebala, genre, que ce soit chez les griottes, même si chez les rappeurs, pour eux, la modernité, c'est qu'à la fin de ta musique, il y a Wolfo Sabarkala. C'est aberrant. C'est un peu triste. Donc, donc il faut que la jeune génération puisse, si on voit que le Nigeria influence aujourd'hui le monde, c'est qu'à un moment donné, même en faisant leur clip, ils ont quitté les hôtels 5 étoiles pour aller faire le petit clip dans le village. Avec le petit vélo dans le marché. Donc c'est par leur... En fait, c'est pas... Avec un rendu 8K. Voilà, en fait, c'est par notre authenticité qu'on peut conquérir le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, qui on continue de voir sur la scène musicale, Oumou, Salif, Fatmata Jawara. Parce qu'ils sont authentiques. La Kora, le musicien qui joue la Kora, Rokia Kone. Parce que justement, la nouvelle génération là n'arrive pas à proposer de l'authenticité dans ses propos et dans sa proposition. Et c'est valable pour tous les créatifs. La nouvelle génération aussi a besoin de soutien. La nouvelle génération aussi, on va dire... on va aller dans un débat de génération là. Là, notre génération, souvent, on va voir, si on prend l'exemple entre les Nigériens et les Maliens, un artiste malien, tu es obligé, même quand tu veux être professionnel, tu dois faire tout toi-même l'artiste. Alors qu'au Nigeria, il faut juste savoir... Il y en a beaucoup aussi... Est-ce que tu es sûr de ce que tu n'ont pas cette humilité-là. C'est sûr, je pense que c'est sûr. Ils n'ont pas cette humilité-là de reconnaître qu'ils ont besoin d'accompagnement. En fait, beaucoup de ces jeunes-là pensent qu'ils connaissent déjà tout. Et donc, qui au final ne cherchent même plus à savoir quoi que ce soit. Et ils peuvent s'avérer aussi être très têtus et très impatients.
Et en fait, qui pensent que en fait, les gens négligent la formation et le savoir. Les gens négligent la formation. J'ai l'impression que Hakim a eu des expériences intéressantes avec les artistes. Hein. J'en ai eu beaucoup et puis je continue à en avoir. Moi, par exemple, il y a des musiciens, il y a des jeunes musiciens maliens qui venaient quasiment en résidence chez moi à la maison pendant un week-end. Okay. Je mets Netflix, je les fais regarder les documentaires de Travis, de Kanye West, on regarde des vidéos YouTube. Je leur suggère des bouquins. Quand je vois des vidéos tuto, je continue à leur envoyer. Parce que pour moi, en fait... Ils ont un paysage à explorer. Il faut nourrir le cerveau. Pour créer, il faut être inspiré. Mais les artistes, malheureusement, on en parlait, nos artistes vivent dans les appartements, ils vivent au milieu de leur staff. S'ils sortent de chez eux, c'est pour remplir la 4x4 pour aller faire un showcase et revenir à la maison. Ils ne vont même pas au resto. Ils ne vont pas dans les expos. Ils ne sortent pas, donc le cerveau n'est pas nourri. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que ton cerveau peut produire si ton cerveau n'est pas alimenté? Et puis ils se disent que ouais, j'aime pas lire, mais regarde les vidéos tuto sur YouTube. Tout est expliqué, tout est... Ça, c'est indispensable. Et il faut le dire que ça soit... Et c'est pas que les musiciens, hein, même dans le domaine de la mode. Moi, par exemple, en fait, même avec le Mali Mode Academy, je bombarde les bénéficiaires de vidéos TikTok. J'arrête pas, en fait, je recommande des bouquins, parce que même pour être un bon créateur, il faut avoir une culture mode. C'est pour ça que, en fait, c'est ce qui va faire que ta proposition va être différente. Et c'est ce qui va faire que tu vas pas rester que dans les tuniques forcément, que tu vas avoir un style propre à toi. Il faut une culture générale associée à tout, à la musique, à la mode, à la photographie. Un artiste n'est pas forcément celui qui est uniquement consacré à son art. Un artiste est un intellectuel. Les gens, en fait, souvent assimilent même les artistes au génie. Oui. Un artiste est un penseur. La créativité, pour de la créativité, il faut du génie. Un artiste trouve des solutions. Un artiste porte des voix ou un artiste... Mais ici, c'est tout le contraire. Ici, malheureusement, je le dis, dans notre société, c'est des gens qui n'avaient pas d'autre option. Tu vois, c'est des gens qui n'avaient pas d'autre option. Je ne dis pas que c'est une considération que j'ai remarquée dans une certaine classe où quand quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir, la personne entreprend quelque chose qui est peu orthodoxe et se fait appeler artiste facilement. Et oui, je suis d'accord, mais tu as aussi toute la dimension un peu de refus à la qualité et à la culture de la médiocrité. Nous vivons dans une société où la médiocrité, où la culture de la médiocrité a atteint un niveau extraordinaire. Le TNT là, en fait, tout est fait. Tu t'aides. On disait d'ailleurs qu'il faut faire attention ici à ne pas être trop intelligent, sinon ça peut te porter préjudice. Si tu es trop intelligent, tu exclus. Si tu penses différemment, tu exclus. Si tu t'habilles proprement, tu exclus. Si tu jettes tes ordures à la poubelle, tu exclus. Pour la petite histoire aujourd'hui, on me dit que quelqu'un me fait la remarque comme quoi il n'a pas voulu me dire que de venir dans telle station parce qu'il faisait passer ces gens et que je suis trop blanc, j'allais vouloir faire le... Ça, c'est honteux. En fait, c'est extrêmement grave. Quand tu es trop honnête. Quand c'est bien, je suis trop blanc. Ouais. Parce que être honnête, c'est un comportement de blanc. Et ça, c'est des imaginaires qu'il faut déconstruire au plus vite. Être africain ou malien ne veut pas dire être sale, ne veut pas dire ne pas se cultiver, ne peut pas dire être honnête, être intègre. Parce que c'est des valeurs qui sont en train de disparaître et ça va être très chaud. Et des valeurs pour lesquelles on était reconnu de base. De base. Les gens venaient étudier ici, pareil. Voilà. Les gens venaient étudier ici dans nos facultés. Le Malien était quand même, hyper respecté. Mais aujourd'hui, quand tu dis, ou même quand tu donnes ton passeport malien, on te regarde d'une manière... Même les premières vagues d'immigration, ils ont connu la richesse. Pourquoi? Parce que c'est les gens à qui on faisait confiance pour donner du capital pour bosser, ou bien pour confier la gestion d'un commerce. Et ils apprennent petit à petit, eux-mêmes, ils s'enrichissent. Ils avaient de la Suisse dans les idées, exactement, donc, tu vois. À fructifier. Il faut revenir à ces valeurs d'excellence-là. Et puis, excellence ne veut pas forcément dire être riche. En fait, on peut être excellent de toutes les manières possibles. Et il faut qu'on se donne les moyens et il faut qu'on arrête un peu à cultiver en tout cas
La culture du vide. La culture du vide, la médiocrité, et se donner les moyens de procéder des choses. Comment un coro qu'on a en commun le dit Furugolangolo. Non, c'est très dommage et ça inquiète même. Parce que ça prend la place. Ici, c'est quand c'est vide que c'est accepté. Ouais. Quand ça a du contenu, ça devient trop difficile. Ça devient inaccessible. Parce qu'un peu il beaucoup du goût. Ouais, c'est la sponsorisée. À qui me veut dire qu'on n'est pas sponsorisé, les gars? En gros, c'est ce que ça sous-entend. Mais on préfère aller sponsoriser des plateaux télé un peu chelous avec du contenu vide ou des gens peu qualifiés. Ok. Non, c'est dommage. Non, c'est extrêmement. C'est le message de Hakim. Moi, c'est un autre message à tous les deux. Oui. Si tu te désolidarises. Non, mais moi, je partage totalement. Il faut aussi se dire, et je ne sais pas si c'est pour nous réconforter. En tout cas, c'est vrai que le vide. Ça crée le terrain trop vite. Ouais. Mais moi, je crois encore, en tout cas, à l'effort. Je crois encore au travail bien fait. Parce que ça donne toujours raison au bout du compte. Et puis, à un moment donné, je pense il va falloir quand même, à un moment donné, sortir et conquérir ailleurs. Mais comment sortir avec du vide? C'est ça la question. Comment on le dit Comment on le dit dans l'argot? Nameta. Ah, mais si. Moi, j'aimerais plutôt partager ça. Moi, je vois ça autrement. Je me dis, si beaucoup de gens cultivent le vide, ça fait plus d'espace pour ceux qui vont proposer du contenu tôt ou tard. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Et moi, j'étais très content de voir que les gens demandaient, on veut que Hakim présente, on veut que Hakim organise Miss, pourquoi Hakim n'a pas organisé Miss. La même chose s'est passée avec le Mali Foot Award récemment. On veut que Ali Kaba organise. Et ça, c'est des choses qui font plaisir à voir. Ça montre, en fait, ça donne de l'espoir. Ouais. Et heureusement. D'ailleurs. Alors, Hakim, je me marie ce dimanche. Je vais m'habiller chez qui? La proposition est large. Hein? Tu peux donner jusqu'à 5 personnes. Il a déjà répondu à cette question pour moi. Ça dépend du type de style que tu as envie de proposer. Ok. Moi, dans mon style, ce que tu perçois de moi, comment tu penses que Dans ton style, tu peux clairement trouver quelque chose chez Mariam Sablefin. Ok. Tu peux aussi en trouver chez Noumoudé. Ok. Tu peux aussi en trouver chez Laifi. Ok. Des marques qui peuvent proposer des looks assez urbains. Ok. Et maintenant, si tu veux aussi oser l'audace, il y a des créateurs beaucoup plus extravagants. Et comme JK Dressing, mais je sais que tu as encore beaucoup de temps devant toi avant d'aller t'habiller chez JK Dressing. Je vais aller sur Instagram. Quand ça va te prendre de faire des petites folies, tu pourras aller chez JK. Okay. D'où passe un autre diplôme. Il va s'habiller chez qui pour l'occasion? D'où la cérémonie. D'où c'est une habitude de la maison maintenant. Ouais. C'est le Mali More Show depuis 2018, donc on connaît... Non, mais pour le public, je veux que ça vienne de toi. Pour le public, je les conseillerais du coup de s'abonner à la page du Mali More Show, identifier leurs créateurs et aller explorer un peu les styles que les différents créateurs proposent. Super. Ce qui est bien, c'est que chaque créateur a son univers. Totalement. Et c'est d'un univers à l'autre, tu ne retrouves pas la même pièce, pas les mêmes matières, et c'est ça qui est intéressant avec le Mali More Show. Personnellement, tu t'habilles plus en bazin vax ou en bogolan? Moi, c'est assez éclectique. Hein. Il a encore dit un autre mot, éclectique. Je l'avais dit. Tu peux nous expliquer ce que signifie éclectique? Je l'avais dit ici avec Kacha, tu as oublié. Il n'apprend pas tes leçons. Il n'apprend pas ses leçons. Il me l'a pas dit. Si. Oui, j'ai vu dans la vidéo. Oui, dans le podcast. Si, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu l'as vu, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, c'est quelqu'un qui explore plusieurs univers, plusieurs styles. Le mot éclectique. Oui. En fait, vous ne comprenez pas. Les gens ne comprennent pas éclectique. En fait, mais aujourd'hui, tu peux me voir en bazin. Demain, tu peux me voir. Mais j'ai un style propre à moi-même. Peu importe la matière. Moi, c'est du style le plus souvent conventionnel ou classique, mais toujours avec une petite touche qui dénote.
Mais toujours. Mais je porte du tout, honnêtement, en vrai. Selon le contexte, selon le mood, je porte du tout. En fait, tant que je sens de l'originalité sur la marque, je peux... mais vraiment, ça dépend surtout du contexte. Super. Mali, est-ce que tu t'habilles un peu chez les créateurs locaux ici? Ou est-ce que tu crées tout ton style, on va dire, en mode puzzle toi-même? Au niveau quand il y a des événements importants, je vais vers les créateurs. Et des fois, quand c'est le quotidien pour les clips, aussi je vais souvent chez les créateurs. Mais la plupart du temps, ce sont des tenues que moi-même j'ai. Généralement, mes pièces phares, là, je les trouve en friperie, surtout derrière le mototaxi. Quand tu es derrière le mototaximan, ça par exemple, cette chemise, je l'ai dire, depuis 2019. C'est un grand... Non, je ne comprends pas. Comment ça, derrière le mototaxi? Quand je suis derrière mon mototaximan pour aller au travail, à l'école... Tu vois, en fait... Observation. Je regarde au bord du goudron, que ce soit les chaussures... Et tu reviens ou tu t'arrêtes? Les pièces rares, les pièces, surtout les maillots de rugby, de football. Elle est trop stylée. Généralement, on les repère au niveau des goudrons. Cette chemise, je l'ai achetée en 2019. Je pense que je l'ai achetée, on va dire, à 2500 comme ça. Wow. Voilà. Moi, je fais la même chose pour le matériel tech, en fait. Voilà. Et c'est des pièces qu'en fait que les gens vont pas aller chercher. Non. Voilà. Mais qui sont même à l'abandon parce que personne n'a osé les prendre. Voilà. C'est de la bonne qualité. Et ce chapeau, c'est fait à la main. Ça vient des Farafinatiens. Ils sont au niveau de... Voilà. Qui est malien aussi, qui est made in Mali, qu'ils comprennent, c'est fait ici. Ça, c'est tendance. On voit ça avec une Marocaine, je crois, elle s'appelle Soukeina, elle est sur Instagram. Je pense que ça revient à la mode. Bon, on est comme moi, moi je suis, on va dire, un peu plus en avance par rapport aux Maliens parce qu'il y a des choses, je fais, les gens voient, Mali, c'est quoi ça? Tu fais plus décalé ou en avance? En avance. En fait, c'est que elle est au fait des tendances ailleurs qui ne sont pas encore tendances ici. Donc elle n'hésite pas à embrasser, ce qui fait que elle est avant-gardiste sur le sujet et après quand ça vient ici, elle est déjà passée à autre chose. Ok, dans ce cas, tu peux nous donner 5 pages que tu consultes et que tu penses que le commun malien ne consulte pas. T'as quoi avec le chiffre 5 aujourd'hui? Il est susceptible ce monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, généralement, c'est les influenceurs ou bien c'est les créatrices. Soukeina, comme je l'ai dit, elle est marocaine. On a aussi Pan-African Jam. Pan-African Jam. Après, je vais vous montrer. Elle, c'est une Nigériane ou bien une Ghanéenne qui vit aux États-Unis, je crois. Elle crée de très bon contenu. Étant là-bas, mais elle porte des pièces vraiment assez originales. Et on a aussi Mali la slameuse. Voilà, moi. Tu consultes ta propre page? Moi, je lui ai demandé de me looker. Ah oui? Ça a donné quoi? Non, on n'a pas encore fait, mais... Non, elle va me consulter des looks. Ok, j'ai hâte de voir ça. À l'argent, moi, je cherche. On a aussi, je dirais... Il y a les Maliens qui sont stylés aussi. Ah ouais? Beaucoup de Maliens. On a Sage. Bad Kid Frank, qui est bien stylé. J'aime bien son contenu, c'est un DJ. En fait, l'univers, on va dire, c'est un peu l'univers Santumoun. Santumoun, c'est un peu, Je connais bien Santumoun. Mais bon, tu peux, vas-y. Santumoun, c'est un peu cet univers où j'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer des personnes qui me ressemblent. Qui connaissent aussi la tendance. On a Taylor Sang, qui est passé dans le podcast d'ailleurs. C'est aussi un de mes photographes. Mes photos, généralement, je les réalise avec le téléphone, mais aussi je fais des shootings avec des amis qui sont photographes, qui me permettent aussi de mettre en valeur. Mali ne m'a même pas cité, je l'ai aussi prise en photo. Non, je t'ai pris en photo, tu ne m'as pas cité. Elle n'a pas aimé mes photos. Non, je t'ai rendu les photos. Bon, et vous allez faire ce règlement de compte en off. Cinquième.
Tu n'es pas obligé de citer 5. Elle est obligée. Non, Voilà. Ah bah là. non, mais je ne peux pas poser ma question et que on va dire, module ma question. Moi, c'est je pas suis là possible. pour mettre les gens à l'aise. 5e, on va dire mon artiste. J'ai un peu travaillé sur son Instagram. Warkan? C'est l'occasion d'aller voir aussi. Voilà. Il est hyper stylé aussi. Le travail qu'on a fait. Super. Et Hakim, est-ce que tu as un certain nombre de... Tu vois, tu m'as fait éviter 3. de dire 5. Non, je voulais dire 5, mais bon. À cause de lui, c'est resté dans ma tête. D'artistes qui sont sous-cotés, mais que tout le monde devrait découvrir. Artiste dans quel domaine? Dans la mode. Dans la mode, je dirais Sirandou Djanka. Créateur, quoi. Sirandou Djanka, Ok. qui est pour moi une pépite parce qu'elle arrive vraiment à s'inspirer énormément de savoir-faire d'ici, des matières d'ici pour proposer des looks hyper intéressants. Et ensuite, bon, je ne parle pas de ceux qui sont déjà assez connus sur la scène. Du coup, j'ai hâte que Mali lance aussi sa marque Ah ouais. de vêtements. En avant-première. En avant-première. Et je pense qu'il y a Sablefin aussi, Ok. Mariam, Ok. qui travaille très bien, mais qui est jusqu'à ce jour hyper perfectionniste, je pense, pour se lancer. Ok. Donc, je dirais ces 3-là, mais on a encore beaucoup de pépites vraiment qui se lancent. Et il faudrait, voilà, qu'eux, ils redoublent d'efforts, parce que souvent, je les trouve un peu paresseux. Parce que c'est un peu le même syndrome, hein. Ici au Mali, en fait, les jeunes, quand on a un talent, on s'attend à ce que tout nous tombe dessus. Donc, inconsciemment, on se dit, bon, je suis talentueux, les gens devraient le savoir et les gens devraient venir vers moi. Donc ça exige beaucoup de créatifs, malheureusement. Donc, ils doivent redoubler d'efforts pour être connus. Et je sais que c'est des jeunes qui à la longue pourront vraiment cartonner le au-delà, quoi. Et c'est vraiment le but de rechercher maintenant pour nous. C'est vraiment faire exporter, en tout cas, la mode d'ici ailleurs, quoi. Super. D'où j'ai l'impression que tu avais quelque chose à dire. Non. C'est assure. Là, on est en train de tendre vers les 2 heures, alors que moi j'ai... 2 heures. Ah, on est à 1h54 déjà. Wow. Et alors que moi, je voulais faire tout un topic en fait sur les difficultés par rapport à la situation qui est quand même extraordinaire. Également, tu nous as parlé des steps que tu as eus, mais les plus belles victoires que tu as eues pendant le processus, et après les difficultés également. Donc, je pense que tout un épisode sur le Mali Mode Show doit s'imposer parce que au-delà des 2 heures, je pense que ça va être difficile, à la fin tu de vois. cette année. Tu vois. Donc, moi, Je propose qu'on donne rendez-vous à partir du 1er décembre pour faire le bilan de la première biennale et de l'histoire générale du Mali Mode Show. Ouais. Ça te va, Hakim? Non, moi ça me va, et déjà inviter tout le monde à continuer dans la biennale. On a ouvert officiellement le 1er. C'est vrai que ce n'était pas gagné avec la crise et la pénurie de carburant. Mais les gens sont mobilisés. Les gens sont venus et on s'est toujours réinventé comme on a toujours fait. On est né dans les difficultés ici, et puis on n'a pas forcément envie de les normaliser, mais l'idée en tout cas c'est de pouvoir aussi... malgré la difficulté, arriver à atteindre son objectif. Nous, on va tenir jusqu'à ne plus pouvoir, comme je le dis sur les réseaux sociaux. L'événement est maintenu, toutes les activités sont maintenues, certes avec des réajustements, mais du 1er au 30, voilà, on investira à Bamako à travers plusieurs activités, des défilés, des workshops, des débats d'idées. Et voilà, et on invite tout le monde, quoi. Super. Et Mali, j'espère que tu seras de la partie. J'ai hâte de voir le style que Mali va nous sortir ce jour-là. Elle a commencé, hein. T'as pas hâte de voir mon style, moi. Non, franchement, j'ai pas hâte de voir ton style. Attention, d'où elle aime nos invités. Laisse. En réalité, c'est plutôt toi qu'on a envie de voir dans un autre style. Ok, ça Mali, va être notre défi personnel. D'accord. Le Mali Mode Show est devenu une biennale pour donner aux gens le temps d'avoir le manque, de ressentir le manque. D'où il ne me manque pas.
Non, mais tu m'as jamais vu dans l'univers Malimote Show. C'est Si, j'ai vu les photos. Ouais, mais Il faut voir le mood, ce n'est pas le mood, ce n'est pas les photos. On est concentré sur les babies. Et il y a beaucoup de babies là-bas. Moi, je dirais pas ça. Moi, tu peux pas le dire, moi, je peux le dire, tu vois. Peut-être que tu pourras la croiser là-bas. Exactement. Tu vois, oui, le réseau. Tu cherches là, partout, sur les réseaux sociaux, partout. Là. Ok, cette discussion prend une tournure qui ne m'arrange certainement pas. Donc je pense que... L'heureuse élu. On ne coupe rien. Electa. Cette partie du podcast sera peut-être coupée, on ne sait jamais. Et peut-être pas. Donc franchement, ça me brise le cœur d'écourter ici. Mais bon, je me dis qu'en 2 volumes, ça va donner de la matière à notre audience. Et il ne faudrait pas être, on va dire, trop long. Même si je suis sûr que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir fait 2 heures en réalité. Non, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir offrir une autre occasion de nous écouter. C'est ça. Effectivement. Donc, voilà, on est très ravis d'être là. Je suis très ravi en tout cas que Mali ait accepté de se joindre à nous. Elle fait vraiment, en tout cas pour moi, des jeunes talents vraiment à mettre en avant, parce que c'est vraiment le vrai Mali actuel qu'il faut mettre en avant. Ouais, effectivement. Elle porte bien son nom. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, Mali. C'est le Mali. Voilà. C'est le Mali. Exactement. Le Mali qu'on a envie de voir. Voilà. Ouais. Créatif, cultivé et... Non, c'est une fierté pour nous. Et prêt à relever des défis. C'est la nouvelle génération. On ne se laisse plus faire. Voilà. On vous a observé. C'est qui est vous d'abord? Attends, Mali, c'est qui? Merci de nous expliquer comme ça. J'ai l'impression qu'elle est partie en mode règlement. Elle est partie en mode règlement. Mais c'est la même génération un peu, attention. Ma barbe est toujours noire, c'est tout ce que j'ai à dire. Je checkais. Ma barbe est toujours noire aussi longtemps que je sache. J'ai pris un coup de vieux directement. En fait, Mali, merci. Moi, j'ai compris. Merci de nous rappeler nos âges. Mais il faut imagine dans le prochain podcast, elle nous appelle Hank. Oui, c'est terrible. En tout cas, quelqu'un va t'appeler. On a commencé à t'appeler Koro ici la dernière fois. Nous aussi, on est encore sur les poitrines de nos anciens. Non. Donc chacun s'assoit sur les poitrines. C'est vrai. C'est pas parce qu'on va à la salle qu'on a les poitrines solides. Attention. Nous aussi, on a nos petits frères aussi qui sont sur leur dos. La Gen Z là. La Gen Z là, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ouais, effectivement. Les petits frères là, ils n'ont pas de temps. Donc, pas du tout. On doit se douer. C'est clair. Sinon, ils vont attraper nos poils et dire Vous devez rendre des comptes, c'est générationnel, toutes les générations doivent. On a compris, c'est ce message surtout qu'on veut, parce que nous, à travers nos mamans, nos tontons, nos corps, on a bien appris, on a bien observé. Au moins. On est Au moins, on a. Voilà, au moins. Bien appris, on a bien observé et on est en train d'aller vers eux. C'est ce qu'on a compris. On essaie d'apprendre aussi pour pouvoir serrer quelque chose d'assez clair aussi à nos petits frères. Super. Voilà. Alors, Hakim, tu as un mot de la fin. Pour pas de la fin, je dirais un mot pour la suite et pour la fin de celle-ci. En tout cas, c'est un mot d'incitation un peu, en tout cas, aux jeunes Maliens et aux Maliens de manière générale. Cultivons-nous, intéressons-nous à notre héritage, soyons fiers de nous et puis vraiment visons l'excellence, quoi. Parce que le pays en a vraiment besoin. À un moment donné, il faut que la donne change. Il faut qu'on se batte et il faut qu'on n'arrête pas de bosser parce que rien n'est gagné. Super. Tu vois, quand tu finis ta phrase, tout de suite, j'ai envie de te demander quelles sont les propositions pour le reste des jours avant la fin du Malimote Show. Déjà, ce dimanche-là, on a le dimanche sur le Zemeba, le bateau au Palais de la Culture, qui est un peu le rendez-vous de tous les dimanches, en tout cas du Malimote Show. Super. Ensuite, on a un café mode à Ikalouk le samedi prochain, un événement privé au sein d'une institution diplomatique.
Ensuite, en tout cas, les rendez-vous vraiment c'est à partir du 27 novembre avec le Meet and Greet, la deuxième édition du Forum de la mode et du design, le défilé Made in Mali, le grand show et le Tea Time. Super, super. Alors ça vaut le détour, je pense que vous allez me voir pour les... Moi je pensais que c'était fini en réalité. Ah, ça vient juste de commencer. Donc super. Dou m'a dit il y allait, moi je pouvais pas. Donc du coup... Mais t'as pas mal d'activités, t'as plus de prétexte là. Il y en a au moins 15 activités. Bah clairement. Effectivement. Non, vous me verrez cette fois. Et t'as raté l'occasion de me voir dans mon mood Mali Mode Show. Non, Dou, je ne veux pas spécialement te voir dans ton Mode Show. Il faut que c'est un bon mood. Hein. Non, il faut que tu le comprennes. Je suis sûr que tu étais très élégant. Dou est un adepte du Made in Mali. Je pense que même sa tenue de mariage, c'est du Made in Mali. Ouais. Effectivement. Il ne cesse de nous rappeler. Non, c'est du Made in Mali parce que souvent, en fait, dès que c'est costume seulement, ça vient d'ailleurs. C'est pour ça que je t'ai dit, si je me marie le dimanche, je vais voir qui pour ça? Bah, le dimanche? Ouais. Trouve la babies. Voilà. Oh, non, mais... Hey, check. Attention, pas faire ça, Iva. Hein. Dans ce cas, les babies, ajoutez-moi. Ajoutez Iva. J'adore. J'aimerais dire que j'adore, mais on n'adore que Dieu. Ça fait 2 podcasts que je me suis dit pour décembre, Iva. Mais les créateurs sont là. Ouais. Les organisateurs d'événements sont là. Ah, ok. Même les partenaires sont là, on a de l'eau, on a du jus. Je vais te passer tous les contacts. Est-ce que je suis en train de voir mon mariage sponsorisé comme ça? Oui, mais en fait, oui. Ok, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, les gars, voilà, n'oubliez. Vous m'avez perturbé quand même, hein. C'est pas sympa. Voilà, le Mali Mode Show, c'est. Jusqu'au 30. C'est juste que je peux parler. Oui. C'est quand même mon podcast. Je te donne un coup. Je suis là pour t'aider. Okay. Je t'aide. Ok, c'est jusqu'au 30 de ce mois. Et venez nombreux, consommez malien. N'oubliez pas de partager ce podcast qui est sur la mode, l'excellence malienne, un peu la culture, l'art. Donc n'oubliez pas, c'est pas le premier podcast sur l'art qu'on va faire et ce ne sera certainement pas le dernier parce que quand je vais aller au Mali Mode Show, je vais encore dénicher d'autres clients pour vous qui vont vous offrir des discussions, je dirais, plus qu'intéressantes. Ouais. Donc, on va voir si Dou va venir, s'il continue à me rabâcher l'oreille comme ça. Mais entre-temps, prenez soin de vous et à une prochaine fois dans les escapades. Tchuss.